Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin. Mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on continue à monter les marches avec Samia Yamouine, Digital et Social Media Manager chez Camille Fournet. Depuis 12 ans, Samia a construit son expertise en communication digitale. Elle démarre sa formation en art du spectacle, puis réalise bien plus tard que c'est la communication corporate qui l'anime. Avec l'émergence des réseaux sociaux, elle comprend qu'il s'agit d'une opportunité de se différencier durablement sur le marché du travail. En pure autodidacte, elle réussit à maîtriser les codes des réseaux sociaux en un temps record. Comme quoi, il n'y a pas que les Gen Z qui sont doués sur TikTok. Samia aime se lancer des défis et les relever. Depuis 2 ans, c'est au code de l'univers du luxe qu'elle s'est attaquée. J'ai été fascinée par sa capacité à recycler ses connaissances tout au long de son parcours et sa richesse intellectuelle. C'est la meuf qui peut passer d'une référence de sociologie à une punchline de rap en toute détente. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Samia. Alors, je viens du Poitou-Charentes, précisément de Châtellerault. C'est une petite ville qui est entre le Futuroscope et Poitiers. J'ai grandi essentiellement dans une maison, dans une cité pavillonnaire, dans une maison avec d'autres personnes. Alors, j'avais la particularité d'avoir comme voisin un châtelain avec un énorme château et le matin, les pans de son château venaient me réveiller, donc c'était assez atypique. Donc on est assez loin de ce qu'on peut imaginer des gens sur ma situation d'origine. Donc c'est assez drôle quand je leur dis que j'ai vécu avec des pans et que j'ai toujours eu une maison et pas de HLM ou de choses comme ça, comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer. J'aime beaucoup cette image de moi avec mes pans. D'ailleurs, c'est un de mes animaux préférés maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes parents, d'où ils viennent et comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à vivre au milieu des pans? Alors mes parents, il y a ces 2 histoires très différentes, donc les 2 sont originaires d'Algérie. Mon père vient de Gouraya et il est venu en France parce qu'il était fonctionnaire dans les douanes et rapidement il a compris que c'était très compliqué en Algérie. Quand tu es fonctionnaire avec toutes les histoires de corruption, etc. Donc, il a préféré quitter l'Algérie et un job de fonctionnaire pour travailler dans le BTP en France. Et il est arrivé donc peu après, dans sa jeune vingtaine. Et ma mère, elle, c'est encore une autre histoire. Elle est arrivée quand elle était enfant, suite à l'épisode post-62 en Algérie. Avec les grands mouvements d'exode que l'Algérie a connus suite à la libération, puisque c'était assez compliqué. Du côté de ma mère, il y a eu différents épisodes qui font que mon grand-père a vécu la torture et différentes choses, que ce soit du côté de l'armée française ou du côté du FLN. Donc il a quitté l'Algérie suite à toutes ces violences vécues. Il voulait pas que sa famille connaisse ça et continue de la connaître. Donc il a préféré quitter l'Algérie pour venir vivre en France. Donc il est arrivé plutôt au début des années 60 et mon père, lui, est arrivé en France à la fin des années 70. Donc on est sur 2 histoires vraiment très différentes et 2 moments de l'histoire avec un grand H très différent. Tu étais quel genre d'enfant, tu penses ? Alors, comme j'étais l'aînée, en fait, j'ai 2 sœurs et un frère. Bien, culturellement, il y a un poids très fort qui repose sur les aînés. Donc, c'est un peu les responsables de la maison après les parents. Et ils gèrent surtout la fratrie.
Donc il y avait une forte responsabilité à ce niveau-là. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. C'est que j'étais la babysitter plus de mes frères et sœurs, et quand ils faisaient des bêtises, c'était plutôt vers moi que mes parents se tournaient, puisque je les avais mal drivés, mal managés à la maison. Donc c'était plutôt cette ambiance-là. Maintenant, j'ai 2 et 3 ans de différence avec mon frère et ma sœur, et j'ai 9 ans de différence quasiment avec ma plus jeune sœur. Donc c'est des dynamiques différentes, mais on est une fratrie très soudée, et ça fonctionne plutôt bien. Quel a été le rôle de ta famille dans tes premières années à l'école ? En fait, mon père, comme il travaillait dans le BTP, il se levait très tôt. Enfin, il a toujours dit, je me lève à 4 heures du matin pour que vous n'ayez plus à le faire quand vous serez plus grand. Donc on a vite compris dans ma fratrie que travailler bien à l'école, c'était hyper important. Donc ça fait partie du fait qu'on a tous fait des études, on est tous diplômés, et qu'on est actuellement tous en activité ou en création d'entreprise. Donc ça, on a toujours eu un sens très aigu du travail. Être inactif professionnellement, c'est pas dans notre ADN. Et dans un autre sens, en fait, vu que mes parents sont arrivés en France à des moments différents, qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la même scolarité et des mêmes opportunités que ma fratrie et moi, on n'a pas bénéficié, tu vois, comme la plupart des enfants, de l'aide parentale quand ils font leurs devoirs. On n'avait pas les mêmes, enfin on n'est pas parti avec les mêmes chances à ce niveau-là, donc on s'est vite débrouillé. Heureusement qu'on avait des instits qui étaient très impliqués. Enfin, j'ai surtout un instit en tête. Quand j'étais en CE1, donc faut replacer ça dans le contexte, c'est la fin des années 80. J'avais Monsieur Sanchez qui avait cinquantaine bien passée, qui avait enseigné en Indochine et en Algérie française. Et il m'avait pris en grippe tout au long de l'année, tu vois. Il me tirait les oreilles dès que je faisais une faute. Il était ultra sévère avec moi. Et un jour, j'en ai eu marre, et je l'ai balancé à mon père. Je suis allée voir mon père. J'ai dit, ouais, voilà, il y a Monsieur Sanchez, il est tout le temps en train de me martyriser. J'en ai marre. Et mon père fait, oui, mais il sait très bien ce qu'il fait et tout. C'est lui le prof, c'est lui qui sait. Il fait, oui, mais quand même, il nous met il est dur, quoi. Tu vois, c'était vraiment à l'ancienne, avec la règle en bois sur le bout des doigts. Enfin, c'était vraiment très old school. Un jour, mon père va le voir un samedi midi, tu vois, à la fin de la semaine, pour discuter, et au bout de 2 minutes, je me suis dit, ouais, c'est bon, mon père, il va régler l'affaire, il va le remettre à sa place et tout. Et en fait, ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre, genre, ah, mais toi aussi, t'as vécu en Algérie et tout, et ils se sont mis à parler en arabe, et 10 minutes après, il y avait Monsieur Sanchez dans mon salon en train de boire le thé, tu vois. Et du coup, il m'a dit, non, mais si je suis sévère avec toi, c'est parce que tu fasses mieux que les Français. Tu vois, il était très, très dur avec moi, mais après, il a été plus pédagogue, mais il était derrière moi tout le temps, et il m'a vachement soutenu, et grâce à lui, je faisais 0 faute à la dictée. Enfin, tu vois, il a été hyper encourageant, mais il était très sévère. J'ai appris à mieux accueillir la sévérité, mais mon père était très content de ça. Donc du coup, j'avais Monsieur Sanchez tous les 4 matins chez moi, en train de boire le thé avec mes parents. Mais voilà, c'était un très bon instit, avec des méthodes un peu, je pense qu'aujourd'hui, si un instit les appliquait, il finirait en prison, mais parce que vraiment ça volait fort, comme on dit. Et il était vraiment très pédagogue avec moi. Il m'avait tout bien expliqué. Il m'avait même tu vois, à la récré, je faisais des concours de dictionnaire avec lui. On cherchait le mot le plus rapidement possible dans un dictionnaire. Et puis il m'a donné aussi le goût de la lecture très fort. Puis il m'a expliqué très clairement que dans la vie, il fallait vraiment travailler très 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 dur, et qu'il va falloir que je travaille beaucoup plus dur que les autres, parce que j'ai pas les mêmes chances que les autres. Donc après, avec ma compréhension d'enfant de 7 ans, j'ai compris ça. Mais en tout cas, ça m'a bien accompagné pour le reste. C'était une bonne rampe de lancement pour moi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pris conscience de ta différence, ou c'était plus tard ? Non, c'était plutôt parce que j'étais en province, dans une toute petite école, on était dans une petite ville, tu vois, c'était 30 000 habitants, puis en plus, tu vois, j'habitais à côté d'un château, donc t'avais plein de maisons pavillonnaires. À l'époque, il y avait que quelques familles maghrébines, il y avait, je crois que les seuls noirs qu'il y avait, c'était une famille de Guadeloupéens, il y avait pas d'Africains subsahariens, il y avait
pas d'asiatiques. Enfin, on était vraiment les seuls éléments qui venaient d'ailleurs dans cette zone-là. Et très rapidement, en plus dans les années 80, les gens prenaient beaucoup moins de pincettes. Et ouais, des retournes dans ton pays, j'en ai entendu dès la maternelle. Donc c'est un peu violent, mais au moins c'est une violence que t'éprouves dès l'enfance. Et après, bah, ça te touche beaucoup moins. Ça t'épaissit le cuir assez rapidement. Est-ce que tu as ressenti un changement entre la perception de la différence à l'époque, dans les années 80, et la perception de la différence aujourd'hui ? En fait, elle est beaucoup plus subtile aujourd'hui. Dans les années 80, c'était déjà il y avait tous ces trucs touche pas à mon pote, où on était vachement dans la différenciation, ou avec un peu de paternalisme, où c'était touche pas à mes amis arabes, en gros, à mes amis noirs. Et maintenant, on est plus dans quelque chose de beaucoup plus intersectionnel, où on parle de race, mais au niveau social, où on essaye de faire comprendre que la race n'existe pas au niveau biologique, c'est une aberration, mais au niveau social, c'est important d'en discuter pour mieux appréhender les concepts d'intersectionnalité, notamment sur les différents sujets liés aux différents concepts sociologiques. Maintenant, j'arrive mieux à comprendre ce qui se passe, par exemple, notamment du fait du colorisme. Quand je suis en province, bah, je sens que je suis différente. C'est-à-dire que je me fais suivre par des vigiles, des trucs comme ça et tout. Alors que quand je suis à Paris, bah, les gens n'arrivent pas à identifier mon origine. À chaque fois, c'est seulement quand ils voient mon nom et mon prénom que là, ils font « Ah, tu as des origines ?» Je fais « Oui, comme tout le monde. » Je fais « Bah non, moi j'en ai pas. » Je fais « Mais tu sors d'où du coup ?» Enfin, tu vois, être blanc, il n'y a pas d'origine. Donc c'est assez drôle ça. Mais c'est ridicule quand on sait que l'être humain est né quelque part en Afrique. Oui, en plus. En tout cas, le premier qu'on ait découvert est en Afrique. Donc. Ouais, puis après, bah, il y a, tu sais, tous les tests ADN que tu peux faire pour connaître tes origines. T'as de sacrées surprises. T'as 30% de Libanais, 20% de ci, 20%. Enfin, c'est assez marrant d'être un camembert, un camembert de PowerPoint avec tes origines et tout. Donc, je pense que la différence maintenant, elle est appréhendée différemment. Elle est mieux appréhendée. Cependant, quand tu parles de racisme en France avec des personnes qui ne sont pas concernées par le racisme, tu te dis, mais il n'y a pas de racisme en France. Combien de fois on me l'a sorti? Il n'y a pas de racisme à Paris. Je fais, bah ouais, mais du coup, comment t'expliques les contrôles aux faciès et tous ces trucs-là? Je fais, non, mais parce que bah, la police, elle fait son travail. Très bien, mais bon, quand même. Quand même. Il y a des faits statistiques qui donnent raison à la présence du racisme. Puis bon... on peut aussi regarder tout ce qui se passe au niveau de l'électorat du FN, comment il a bondi. Alors certes, tous les électeurs du FN ne sont pas racistes, mais bon, il y a quand même, ça veut dire quelque chose. Puis il y a une libération de la parole. Alors après, c'est très propre aux réseaux sociaux, et c'est aussi peut-être parce que je travaille dans les réseaux sociaux que je le vois mieux et qu'il y a un effet loupe, mais c'est assez affligeant quand tu vas sur Twitter, le moindre truc est repris par l'extrême droite avec des biais qui sont complètement hallucinants. Là, tu vois, dès qu'il y a une personne, une femme qui est battue ou violée, enfin victime de violence, quelle qu'elle soit, c'est si c'est effectué par une personne racisée, alors là, ça demande la peine de mort, la déchéance de nationalité, etc. Mais là, tu vois, récemment, il y a une jeune femme qui a porté plainte plusieurs fois, qui a apporté plusieurs fois la preuve que son harceleur voulait la tuer. Enfin, tu vois, il parlait de l'égorger et tout ça. Et ça n'a pas été repris parce qu'elle a clairement dit dès le début qu'il s'appelait Florian, et il y a des photos qui ont fuité, on voit qu'il est blanc. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et il y a même eu un screenshot d'une conversation avec Damien Rieu, qui est le chef de file de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Il disait il y a des sujets plus importants. Donc il y a cette triangulation assez forte avec cette priorisation des sujets en fonction de la couleur des victimes et de la couleur de son agresseur. Enfin, du coup, on est sur, par rapport aux années 80-90, on est sur quelque chose de plus subtil, mais de plus violent. Qui plus est, il y a une amplification de ce phénomène avec les réseaux sociaux et le fait qu'on peut tout filmer. Là, c'était Will Smith qui disait il n'y a pas plus de racisme qu'avant, c'est juste que maintenant on peut le filmer. Justement, le fait de venir de province et ensuite de vivre à Paris, est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux mondes ?
Pas spécialement. Alors, je l'ai ressenti sur d'autres sujets, notamment l'aspect économique, etc. Mais la seule chose sur laquelle il y a vraiment une différence énorme, c'est le logement. En province, je n'ai jamais galéré. J'ai toujours trouvé un job, même en étant étudiante, en CDI, tu vois, à mi-temps dans la restauration, tu vois, chez Quick ou un truc vraiment naze. J'ai jamais eu de problème. Enfin, même on me demandait pas de garant, de trucs comme ça pour un appart. À Paris, bon, je vais pas refaire toute la liste de ce que je dois fournir, mais c'est infernal. C'est infernal et en plus. Là récemment, enfin l'année dernière, j'étais en recherche active et quand je donnais mon vrai nom, on me rappelait pas. Je repostulais avec un faux nom, on me rappelait et quand je donnais mon nom au moment de la prise de renseignement, j'entendais que la personne n'arrêtait de prendre des notes. Tu sais, j'entendais le clavier et tout. Enfin, c'est assez fou. Donc non, c'est là où il y a une énorme différence après pour la recherche d'emploi. Je sais que il y a des études qui me contredisent et tout, donc moi c'est juste mon vécu et c'est pas, je me rangerai toujours du côté des études sociologiques à ce niveau-là. J'ai pas eu à souffrir de beaucoup de discrimination. Je travaille dans le digital et c'est assez, on peut trouver assez facilement du travail. Mais j'ai complètement conscience d'être privilégiée à ce niveau-là parce que peut-être parce que en termes de colorimétrie je suis assez claire. Ça aide énormément vu qu'on est quand même dans un monde assez coloriste et en plus je corresponds pas à l'image que se font les personnes qui ont des biais racistes. Je l'ai entendu toute mon enfance, oui mais toi t'es pas comme les autres. Enfin, on n'aime pas les Arabes, mais toi, ça va, t'es pas comme les autres, t'es pas comme eux, et tout. Donc, je sais pas, mais comment ça, je suis pas comme eux, parce que c'est quoi comme eux? Pour une Arabe, t'es plutôt bien intégrée. Ouais, mais en fait, ça veut rien dire. C'est juste que je suis en France, donc je parle français, effectivement. J'ai été à l'école en France, enfin, mais en même temps, je me sens très française. Tu peux pas faire plus française que moi, je mange du fromage, je me plains tout le temps. Je suis la première à gueuler sur n'importe quoi, donc... Il y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais bon, quand tu vois, il y a eu tous les débats sur l'identité nationale, j'étais très vexée. J'étais très vexée qu'on me traite comme ça, alors que j'ai pas l'impression d'être une mauvaise française, mais j'ai jamais trop compris pourquoi il y a eu tous ces débats tout le temps. Enfin, si à des fins électorales, ça j'ai bien compris, mais je les comprends pas ces débats. Vraiment, il me dépasse. Pour être français, il faut faut cocher des cases. Je pensais qu'il s'agissait de vivre en France et de savoir vivre en France, quoi. C'est tout. Moi, ça me dépasse. C'était quoi le premier métier que tu as envie de faire? Quand j'étais petite, toujours, en fait, j'ai toujours eu envie d'être journaliste. Vraiment du CE1. Et je me souviens, c'était Monsieur Sanchez, l'instit, qui m'a coaché. J'étais petite jusqu'à la première. Quand même, ça a duré un petit moment. Journaliste, et encore après en première, j'ai bifurqué vers la critique ciné, donc ça reste du journalisme. Mais pendant très longtemps, j'ai voulu être journaliste, écrire et reporter un peu ce qui se passait dans le monde. Les années 80, ça a été quand même assez fou. Enfin, fin 80, début des années 90, il y a eu l'effondrement du mur communisme, il y a eu toutes ces révolutions en Europe, donc finalement c'était proche de nous. L'émergence du terrorisme islamiste et les années de plomb en Algérie et toutes ces choses-là. Et moi, je regardais très avidement les news. Donc à l'époque, il n'y avait pas BFM et tout, donc c'était le journal TV. Et à l'école, on nous avait abonnés au journal des enfants. Enfin, tu vois, on était très au fait de l'actu, on la commentait régulièrement. Et moi, ça me passionnait. Enfin, je trouvais ça incroyable tout ce qui se passe et j'avais envie de le raconter. C'était vraiment le dream job et tout, mais après quand tu grandis et tout, je me souviens que j'avais fait des études d'art du spectacle pour devenir critique et en fait à un moment je suis arrivée au plafond de verre, c'est t'habites à Poitiers, t'es pas à Paris, t'as pas de réseau en fait. À la fac on avait des profs de critique qui étaient des journalistes de Télérama ou de Première qui venaient nous donner des cours. Et en fait, quand on discutait avec eux, clairement, ils nous disaient, faut venir à Paris, faut habiter à Paris, il faut
être dans les cercles, etc. Et je peux pas, je pouvais pas parce que c'est venir à Paris, c'est un coût énorme que je ne pouvais pas me permettre à l'époque, et ça voulait dire travailler à côté, et ça voulait dire avoir un logement, et je m'étais renseignée, c'était déjà la folie de la chasse au logement à Paris. Je me suis pas sentie assez combative pour faire ça. Il m'a fallu quelques années supplémentaires pour le faire 7 ans après, et là j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, et j'ai pu m'installer à Paris et y rester comme actuellement. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens ? Écoute, face à ce genre de choses, je me dis c'est comme ça. On n'est pas sur l'égalité des chances. J'ai jamais trop cru à ce discours-là, parce que de toute façon sur la ligne de départ, on n'est pas du tout au même niveau. Mais encore, moi, je m'estime assez privilégiée parce que j'ai pu arriver à faire des choses intéressantes. Et je suis pas dans un cercle pro où je me sens opprimée, oppressée, etc. Donc ça va. Mais pour pouvoir faire ce que l'on veut, il faut avoir la capacité de travailler gratuitement, puisque à l'époque les stages étaient pas payés. Donc qui peut se permettre d'être en stage à Paris sans être payé ? Quelqu'un qui a déjà de la famille à Paris ou qui habite à Paris, qui n'a pas de loyer à payer et qui en plus peut se permettre de ne pas être payé pour pouvoir avoir un minimum de vie sur place. Après, c'est pas de l'injustice, parce que ça me semble un peu fort. Enfin, tant mieux pour ceux qui peuvent faire ça, mais il y a certainement des reproductions sociales qui ont plus lieu d'être selon le type de job, et le journalisme en fait partie. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et je pense que là, ils sont en train un peu d'ouvrir ce cercle pro, notamment dans les écoles de journalisme, en incluant plus de personnes, un peu comme Sciences Po, qui propose à des gens qui ne font pas partie du sérail d'intégrer ces écoles de journalisme. C'est pour vraiment un peu casser cette reproduction sociale, parce que c'est vraiment pas du tout, on n'est pas du tout dans des représentations inclusives, parce que les médias en plus c'est d'autant plus important, parce que ceux qui prennent la parole sont ceux qui décrivent la société, et si on a une société qui est décrite par toujours le même type de personnes, c'est-à-dire des personnes blanches privilégiées qui sont très éduquées, qui ont plus fait toutes les mêmes écoles, forcément elles auront des biais pour décrire le monde dans lequel elles vivent. Et là tu vois, récemment il y a un média qui s'est lancé, qui s'appelle XY Media, qui est tenu par un collectif de personnes trans féministes. Et elles veulent s'attaquer à une description du média, non pas genre sur les questions LGBTQ, elles veulent s'attaquer à tous les sujets. Donc elles ont fait des reportages sur les incendies en Kabylie par exemple, ou d'autres sujets d'actualité, mais depuis leur fenêtre. Donc forcément ça n'a pas le même traitement, ça n'a pas le même aspect, et je trouve que c'est assez rafraîchissant, parce que finalement on a une position de la neutralité dans le journalisme en France notamment, où c'est surtout des personnes blanches, bourgeoises et hétérosexuelles. Donc c'est une vision du monde qui veut imposer une certaine neutralité, alors que ça n'existe pas techniquement. Oui, c'est un mythe, la neutralité. Ouais, la neutralité, c'est complètement un mythe. Et il faut déconstruire tout ça. Ça va prendre du temps, hein, et je leur souhaite vraiment de réussir ça. Et je pense que d'autres médias vont se lever aussi comme ça, parce que jusqu'ici, il y avait ce qu'on appelait des médias communautaires, qui étaient vus et lus seulement par les personnes de la communauté qu'elle visait. Et je pense que XY Media a fait un super taf en ouvrant son scope et en se disant on va parler du monde avec nos yeux et nos voix, parce que il faut que les gens voient aussi le monde comme nous on le voit. C'est important d'avoir ce changement de prise de vue. Toi, t'es partie sur des études de journalisme. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours ? Moi, j'ai surtout fait un parcours général. J'étais dans un collège, alors c'était plutôt un collège qu'on pourrait qualifier d'un peu de ghetto. C'était la ZUP. Donc là, ça a été je suis passée de l'école primaire où on était les seuls arabes du coin à le collège où il y avait une vraie mixité sociale et à tous les niveaux. Là, il y avait des mecs qui venaient de la campagne, qui faisaient 2 heures de bus tous les matins, comme les gamins
du château ou les gamins de la barre HLM du coin. Donc t'avais vraiment un peu de tout. C'était vraiment très très mixte et c'est vrai que c'était chouette. Avec du recul, je me dis que c'est moins répandu maintenant. C'était assez drôle, t'avais des champs et une cité à côté, donc c'était assez amusant et t'avais un peu de tout. Ensuite, grâce à, parce que j'adorais l'anglais et les lettres, je suis pas allée au lycée qui était à côté, qui était un lycée technique. J'ai fait une demande pour être en classe européenne dans le lycée de centre-ville. Donc là, j'ai complètement changé de décor et je me suis retrouvée dans un lycée. On était 3 personnes d'origine étrangère dans tout le truc. Il y avait une option cirque, donc moi j'étais en classe européenne. J'étais avec des latinistes comme au collège. Enfin, c'était très différent. C'était très studieux. C'était le meilleur lycée de la région. Genre il y avait 98% de réussite au bac. Enfin, on était sur un lycée public mais très compétitif, qui était très fier de ses stats et qui mettait beaucoup la pression sur les notes. Donc là, on était vraiment sur quelque chose d'assez élitiste et c'est là où j'ai dû composer avec d'autres strates de la société, où là je me suis retrouvée dans la classe de la fille du maire ou des enfants d'eux et j'avais pas du tout connu ça auparavant et c'était d'autres codes. Il a fallu que je m'adapte à ça parce que les codes sociaux c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu les as pas, mais t'es mort socialement. Donc il a fallu apprendre tous ces nouveaux codes à l'arrivée du lycée. Et c'était très très formateur parce que ça restait quand même un lycée de centre-ville, d'une petite ville, mais ouais, tu te retrouvais avec 1200 élèves. Je me souviens, je crois qu'il y avait 3 Arabes, un mec qui était d'origine pakistanaise, qui était adopté, et peut-être quelques personnes originaires d'outre-mer. Tu vois, on était vraiment les photos de classe n'avaient rien à voir avec les photos de classe que j'avais au collège. Donc là, du coup, j'ai vraiment vu mes camarades de collège disparaître complètement de mon scope. Et après ça, j'ai fait un bac littéraire parce que j'étais toujours dans mon projet de journalisme orienté ciné. Et je fais bac littéraire, option européenne, option théâtre. Et je me suis retrouvée en art du spectacle à Poitiers, où là, j'étais toute seule, vraiment. Enfin, ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu d'autres personnes racisées en art du spectacle. En lettres, je pense que oui. Enfin, tu sais, c'était dans l'UFR de lettres, mais ouais, donc c'était assez drôle. Et du coup, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Et après j'ai abandonné suite à mes discussions avec mes profs de critique ciné qui m'ont dit que si j'étais pas à Paris ça servait à rien. Et j'ai fait un break parce que parallèlement à mes études j'ai toujours travaillé. Je suis passée à plein temps pour pouvoir me mettre vraiment en full time sur mes jobs alimentaires. Et suite de ça m'a permis de réfléchir. J'ai travaillé chez Orange, notamment j'étais au service fidélisation. Donc moi j'étais la personne sur laquelle tu tombais quand t'étais vénère et que tu voulais résilier. Mais moi après j'avais de quoi accueillir les gens énervés, tu vois. Je leur offrais plein de points pour changer leur téléphone. Je leur filais des mois gratuits et tout, donc ça marchait hyper bien. J'avais un taux de fidélisation de 96%. Ils étaient hyper contents. Moi j'aimais bien bosser là-bas. J'aurais bien aimé tomber sur des gens comme toi. Ouais, mais en fait, c'est tellement plus simple quand tu peux faciliter la vie. Mais moi, je suis tombée vraiment sur des gens, mais vénères. Même, je me souviens d'une rappeuse qui ne rappe plus, je suis tombée sur elle et elle m'a gueulé dessus et j'ai réussi à la calmer. En plus, je comprenais pas pourquoi je l'avais au téléphone parce qu'elle fait partie du service VIP. C'était la rappeuse
une rappeuse française qui ne rappe plus. Ouais, je pense qu'on a deviné. Tu vois qui c'est. Je pense qu'on a deviné qui c'était. Et elle était giga vénère. C'est hyper drôle cette histoire. Ouais, mais tu vois, j'en avais plein des trucs comme ça, mais c'était drôle. Enfin, et j'avais bien aimé. Mais après, le truc, c'est que dans cette grosse boîte, il y a eu cette histoire de suicide et de mauvais management, et c'était pas encore médiatisé à l'époque. Et je l'ai vu en interne comment ça se passait, et je trouvais que c'était hyper intéressant comment la communication interne gérait ça. Et du coup, c'est ça qui m'a fait rebifurquer. Je me suis dit tiens, je vais reprendre mes études. Parce que j'avais mis mes études en stand-by, je m'étais pas arrêtée, je m'étais juste mis en stand-by en attente d'avoir une illumination quant à la suite, et c'était une évidence, c'était de faire de la com et de la com corporate. Et cette fois, je m'étais renseignée, j'avais bien checké dans quelle fac il fallait aller, etc. Bon, c'est à Paris, c'est à Villetaneuse, à Paris 13, où il y a un excellent master en communication corporate, et je suis allée là-bas. Et du coup, là, c'était une fac qui était très dans la mixité, enfin, au fin fond du 93, pareil, entre un champ et une barre HLM. T'étais pas dépaysée? Non, mais en même temps, c'était drôle, quoi. Tu prenais, tu vois, j'habitais Paris, tu prenais le train de banlieue, et tu te retrouvais, donc je crois que c'était à Épinay, et tu traversais, tu marchais dans la ville, ensuite tu longeais une route nationale, ensuite tu traversais un champ, et après tu retraversais une cité pour arriver à la fac. C'était le parcours du combattant. Ouais, mais c'était drôle. Moi, ça me faisait trop marrer d'avoir ces trois ambiances différentes, surtout la traversée du champ. Je trouvais ça lunaire. Et c'était une très bonne fac, parce qu'on avait des profs qui étaient ouf, tu vois. On avait le DIRCOM de la Société Générale, celui de Beaubourg, on avait le DIRPUB de Decaux. Enfin, on avait un enseignement de très bonne qualité, puisqu'on avait la directrice de l'UFR, enfin la présidente de l'UFR, qui était hyper passionnée et qui voulait absolument que les gamins du 93 aient un très bon niveau. Du coup, je suis entrée en master général Culture Com, je crois que ça s'appelait à l'époque. Et après, j'ai fait un master 2 sur dossier où on était 20 en com corporate, et c'était trop cool. Franchement, c'était vachement bien. J'ai appris beaucoup, et grâce à ça, je me suis formée au métier du digital, parce que j'ai vite compris qu'en com, c'était quand même beaucoup de candidats mais peu d'offres, et c'était au moment de l'avènement de Facebook et tout ça, donc je me suis formée toute seule là-dessus, et je me suis dirigée vers les réseaux sociaux et le digital toute seule en me formant, et j'ai décroché mon premier CDI un mois après avoir été diplômée. Donc ça, c'était assez cool, et après j'ai continué dans le social media tout au long de ma carrière, depuis 12 ans maintenant. T'étais au tout début des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec les réseaux sociaux? Parce que, aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Tout le monde est dessus. Il y a des gens même qui naissent avec ça. Ça paraît assez incroyable. À l'époque, c'était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, c'était fou, parce que moi, je me souviens de MySpace. Ah ouais. Qui était le truc qui a un peu bousculé Skyblog. Alors les Skyblog, j'y étais pas trop sensible, je pense que j'étais pas assez jeune pour m'impliquer dedans, mais je crois que c'est toujours en ligne, et on peut toujours faire des Skyblogs, et je pense que si on veut faire un petit voyage dans le temps, on peut aller sur des vieux Skyblogs, j'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que c'est un moyen d'expression comme un autre, très bigarré, mais au moins il a le mérite d'exister. Et du coup, MySpace, c'était assez cool. On faisait pas mal de trucs. Et à l'époque, je faisais partie d'un collectif qui organisait des soirées. Donc, on avait un MySpace, je l'animais. Puis après, Facebook est arrivé, donc on a créé le Facebook. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les pages fans, mais c'était seulement les comptes. Et après, ils ont créé les pages fans, donc j'ai pu me faire la main dessus. Puis après, il y a eu Twitter qui a explosé au moment de l'élection d'Obama. Et donc à chaque fois qu'il y avait un gros événement, je me mettais sur les différents réseaux, et déjà c'était une nouvelle manière de s'exprimer, et c'était aussi une manière de prendre la température de notre époque, parce que
C'était en 2008, quand Michael Jackson est mort, Twitter, j'ai cru qu'il allait s'effondrer. En plus, c'était au moment où il y avait des manifs en Iran, enfin, il y avait une révolution qui se préparait là-bas, et l'État avait coupé Internet, et du coup, les gens qui manifestaient et tout avaient trouvé des moyens détournés d'utiliser Twitter pour se connecter et faire savoir aux médias internationaux ce qui se passait. Et ça a été pendant 2-3 jours, oui, ils étaient en trend, et rapidement, avec la mort de Michael Jackson, ça a tout recouvert, mais ça dit beaucoup de choses de notre époque maintenant. Twitter, il est complètement dans notre quotidien. C'est une manière de rester informé en temps réel, mais aussi de se désinformer assez rapidement. Enfin, on voit actuellement avec les campagnes anti-vax, etc. C'est assez consternant là-dessus, parce que si t'as envie de faire peur aux gens, tu crées un compte Twitter et tu dis des choses complètement à côté de la plaque, et t'as beaucoup de gens qui vont te suivre et qui vont te relayer à cause de ça, enfin grâce à ça. Et plus tu diras des choses, tranchantes, plus t'as des chances d'être suivi et tout ça, et plus on te érigera comme personne qui dit les choses. Genre, elle dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, on veut la faire taire et tout. Donc ouais, Twitter, faut vraiment avoir les nerfs solides parfois, surtout en ce moment. Mais après, les réseaux sociaux, je les ai vus éclore et disparaître aussi, parce que RIP et Google+. Mais il y en a plein d'autres qui ont disparu. Vine, je trouvais ça génial, ces petites vidéos de 6 secondes qui étaient à se tordre de rire et qui étaient hyper bien faites. Et en fait, les Viners, je pense ils ont retrouvé cette énergie-là sur TikTok. Et c'est assez plaisant. Je pense que c'est aussi ça qu'on aime dans TikTok. Outre le fait que pour moi c'est l'école de la vie, TikTok. J'ai jamais vu autant de tutos aussi utiles. Mais je peux t'en envoyer 100. Je suis sûre qu'il n'y a pas un seul hack que tu connaissais. Des trucs, mais j'ai jamais vu ça. C'est trop bien. Tu découvres les réseaux sociaux pendant ton temps libre, ton temps personnel. Comment est-ce que tu as grandi professionnellement avec les réseaux sociaux cette fois-ci ? Alors, donc, du coup, moi, j'ai commencé en tant que community manager dans une maison d'édition numérique. Donc, c'était une maison qui était spécialisée dans l'édition d'antivirus, de filtres parentaux et de différents outils. Je crois qu'il y avait des traducteurs, des correcteurs, enfin, il y avait plein de trucs. Mais essentiellement, moi, je travaillais sur la partie antivirale, donc c'était très intéressant parce que je produisais des contenus pour tous les réseaux et même des livres blancs autour de l'irréputation, de l'usurpation, etc., de la sensibilité des données, parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'arnaques qui étaient mises en place, comme utiliser ce petit logiciel pour transformer le bleu de Facebook en vert et tout. Et en fait, c'était un truc qui te volait toutes tes données. Enfin, il y en avait plein des trucs comme ça où genre, tu sais, les vidéos genre incroyables, ce couple le fait dans un train. Et en fait, quand tu cliquais sur l'image avec le player lecture, en fait, c'était un virus qui était derrière, qui pareil chopait tes mots de passe, tes trucs de connexion et tout. Donc c'était assez sympa de travailler là-dessus. On avait fait des articles assez rigolos, genre Justin Bieber est la personne la plus dangereuse pour ton compte Facebook, parce que c'était la célébrité la plus utilisée pour créer des pièges par les pirates. Donc non, c'était hyper intéressant. En plus, j'étais dans une entreprise c'est de manière anecdotique, qui était gérée par une femme franco-algérienne qui était assez proche de la retraite, qui était une ancienne ingénieure et tout. Et elle était d'une érudition assez incroyable. Elle pouvait te citer du Molière comme du Corneille. Franchement, discuter avec elle, c'était toujours drôle. Et elle me disait toujours, moi dans cette entreprise, je veux une égalité, je veux que tout le monde ait sa chance. C'est pour ça que il y a autant de personnes blanches que non blanches. Je ferai de la discrimination positive s'il le faut, mais le premier job, c'est hyper important. C'est ce qui fait que les gens, ça les lance et ça les insère mieux dans la société, etc. Donc,
c'était assez cool d'être dans cette société, parce qu'en plus, comme ça fonctionnait bien, enfin, elle faisait assez confiance sur la création des contenus et tout ça, et qu'elle voyait que ça fonctionnait, bah, elle laissait beaucoup plus de latitude là-dessus. Donc on n'était pas dans un truc de j'embauche des Noirs, des Arabes, des Indiens, etc. pour faire joli, mais parce qu'elle avait envie de faire confiance et ça fonctionnait, donc ça allait toujours plus loin. Ensuite, j'ai travaillé en start-up. C'est assez particulier la start-up, parce que tu rentres pour faire de la communication et tu te retrouves à décorer les locaux, parce que on est 4 et que il faut repeindre les murs. Le lendemain arrivent les investisseurs et tout, donc là t'es tout le temps en mode start-up. Ouais, faut être polyvalent. Faut être polyvalent, exactement. Donc tu te retrouves, mais tu sais, ces lieux de travail où t'as une PlayStation, des trucs comme ça, des fauteuils et tout, mais sauf que t'as pas le temps d'y toucher. Donc quand tu y touches, on te regarde avec des gros yeux, genre, qu'est-ce que tu fais? Je fais, je croyais que c'était là pour ça, moi. Naïvement. Donc voilà, après cette expérience-là, j'ai travaillé en freelance. J'avais envie de prendre un peu mes distances avec le monde du travail, parce que la start-up, c'est vraiment éreintant, quoi. C'est du 70 heures par semaine. T'apprends beaucoup, mais tu te fatigues beaucoup, donc j'avais besoin de prendre un peu de recul. Donc le freelance, ça m'a permis d'avancer à mon rythme. Le seul truc qui est chiant avec le freelance, c'est que tu dois faire avec l'administration française. Donc tout ce qui est URSSAF et tout, moi ça me rend ouf. La phobie administrative, c'est complètement dans mes gènes. Ça, vraiment, leur envoyer des trucs, recevoir des courriers, ça me stressait. Donc au bout de 2 ans, j'ai arrêté la comédie et je suis rentrée en agence. Et je suis restée 5 ans en agence à peu près. Et pareil, j'ai pu naviguer et travailler sur différents types de sujets, que ce soit du luxe, du corpo, du lifestyle, de la mode, du maquillage. Et du coup après, je me suis dit que je retournais chez l'annonceur. J'avais envie de faire un truc, un peu un défi pour moi-même, c'était annonceur et intégrer le monde du luxe, qui est assez, assez exclusif et assez élitiste. Et j'avais envie de voir si je pouvais rentrer dedans. Et en effet, j'ai pu rentrer dedans. Ça fait 2 ans maintenant. Donc je m'occupe du digital, de la communication digitale et réseaux sociaux d'une maison de luxe. C'est très formateur. Après, c'est un milieu, le luxe, qui est vraiment très différent de l'agence ou de l'IT, etc. C'est un milieu très à part. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre Le plus beau métier du monde, les dessous de la mode, de Giulia Mastieri, qui est une ethnologue qui a fait sa thèse sur le monde du luxe, et c'est assez intéressant. J'ai retrouvé pas mal de choses. Alors, je suis dans une maison de luxe assez modeste, en termes de taille et en termes de notoriété, donc je suis pas dans les écueils du diable s'habille en Prada, loin de là. On est dans une maison à taille humaine, mais c'est assez drôle de voir certains schémas se répéter. Et à ce niveau-là, je sais pas si je suis à mon max, je ne pense pas, donc j'espère faire d'autres step-up comme ça, en tout cas essayer d'aller à des endroits où je ne m'attendais pas à me voir. Et justement, maintenant que tu y es, comment tu te sens dans cet environnement-là? Il y a toujours cette question de code. Tu vois, quand je suis passée du collège de ZEP au lycée de centre-ville, où les codes étaient pas du tout les mêmes, là, il a fallu apprendre d'autres codes. Alors, par chance, ma formation universitaire en art du spectacle m'a donné beaucoup de connaissances en art, que ce soit en art du spectacle vivant, en histoire de l'art, en cinéma, etc. Et ça, c'est très apprécié, la culture. Puis le fait d'avoir un bon niveau de langue, et de bien connaître mon sujet sur les réseaux sociaux, ça fait que j'ai pu m'intégrer rapidement. Quand je suis arrivée, en fait, c'était une création de poste, donc j'étais dans de bonnes dispositions parce que rien n'avait été fait, donc j'ai tout mis en place et mes actions ont rapidement porté des fruits. Donc j'ai eu un accueil assez chaleureux quant à mes actions en interne, puisque j'ai participé à une augmentation du chiffre d'affaires sur le site, une meilleure visibilité de la marque, etc. Donc c'était assez heureux. Alors, tu nous disais que le luxe était un milieu très élitiste. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, moi, il me semblait que le luxe
avait une sorte d'a priori négatif pendant un certain temps. En fait, t'as deux manières de voir les choses. Tu as celle de Bottega Veneta. Ils ont carrément effacé leurs réseaux sociaux. Ils ont effacé leur Facebook et leur Instagram. Et d'autres maisons comme Gucci, Balmain ou Hermès, enfin, je pourrais t'en citer des dizaines. Bien, eux, ils misent beaucoup là-dessus. Et en plus, ils essayent de se rendre accessibles. Leur objectif, c'est justement de casser ce côté élitiste. Si tu vas sur les réseaux sociaux de Gucci, ça parle à tout le monde. T'as un peu ce côté people en plus. Ils font des collabs avec Lady Gaga ou des personnes des médias qui sont très populaires. Ils sont plus dans l'inclusivité et en tout cas l'accessibilité. Là, tu vois, récemment, ils ont sorti des paires de chaussures digitales, c'est-à-dire tu les achètes, je crois que c'est $24 et tu peux faire des photos avec à tes pieds. Elles n'existent pas physiquement, mais voilà. Au moins, tu peux avoir une paire de chaussures Gucci digitales. Et il y a énormément de Hermès sur ses réseaux sociaux, ils ont travaillé avec Pablo Rocha, qui est un créateur digital très drôle, qui a fait des collabs avec des marques comme je crois Burger King, enfin tu vois des trucs de fast-food, et des trucs lifestyle. Bah, ils ont fait aussi une collab avec lui, ils ont fait plusieurs contenus et c'est très bien vu, parce qu'en fait tu scrolles toute la journée ton feed. Et avoir un contenu qui en plus te parle pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, on est sur une vision du luxe qui est complètement différente. Alors, Hermès sur leur réseau, enfin en tout cas sur Instagram, ils vont être un peu plus détentes, mais ils vont quand même continuer à véhiculer cette image très pointue en termes de maroquinerie. Tu ne pourras pas non plus acheter un sac comme ça. Tu auras toujours 2 ans d'attente, etc. Mais tu pourras quand même aller à la boutique et t'acheter une bougie ou un carré où les prix sont beaucoup plus accessibles et il n'y a pas de notion de série limitée, etc. Donc, en tout cas, les principales maisons de luxe visent beaucoup l'accessibilité et essayent de casser cette image très froide et très hautaine. Essayent de parler au plus grand nombre. En témoigne, je sais plus, une fois j'étais tombée sur des pubs quartier, genre sur Énergie 12, enfin tu vois, des chaînes qui sont... on n'est pas sur la tranche horaire et la tranche d'âge qu'on pourrait facilement faire correspondre à cette maison. Entre 2 épisodes des Anges. Par exemple, oui. Alors... Tu nous as dit que tu avais grandi en province. Tu t'es ensuite installée à Paris bien plus tard. Ça fait quoi ce premier jour où tu entres dans ton appart, où tu te dis « c'est chez moi, c'est là où je vis maintenant et c'est ce que je suis devenue ». C'est assez étrange parce que tu vois, j'ai vécu à Poitiers quand j'étais étudiante et ensuite à Bordeaux. Je me suis pas dit ça. Alors que quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit ah ouais quand même. I made it, tu vois. Et pourtant j'étais, tu vois, étudiante. Enfin, tu vois, je reprenais mes études. J'étais pas dans un schéma de réussite professionnelle accomplie. J'étais encore en chemin. Donc du coup, j'ai pas eu ce sentiment qu'on peut avoir quand t'es transfuge de classe où tu te dis bon bah là maintenant je suis à une nouvelle place. Je l'ai eu plus tard quand j'ai décroché mon premier CDI et que j'ai changé d'appart parce qu'auparavant j'étais en colocation. Et là après je suis passée en location et tu vois dans le 11e, voilà, j'ai un appart sympa, c'est assez cool, je vis dans Paris même. Et là c'était pas une incarnation de la réussite, mais j'ai toujours trouvé que c'est à partir de là où je me suis dit je suis dans un bon chemin pour réussir. Même si techniquement je suis cadre, j'habite à Paris, je suis en CDI, je travaille dans le luxe, je coche pas mal de cases pour me dire que j'ai réussi, mais je suis toujours en cours. Pour moi c'est toujours un work in progress, parce que peut-être que je pense que je peux accéder à mieux. Je sais pas comment, mais après ça c'est un sentiment. Je l'ai vu dans pas mal de livres qui parlent de cette notion de transfuge de classe. Et que tu te sens pas toujours à ta place et tu réalises pas toujours tout ce que tu as accompli.
Et c'est en discutant avec des personnes qui, elles, ont plutôt bien vécu tout le temps, qui disent « Ouais, mais quand même, t'es parti de là et t'es arrivé là, c'est pas mal. » Et je fais « Ah oui, effectivement, j'avais pas fait gaffe. » T'es tellement occupé à essayer de mieux te gérer, tu vois, en gérant les différents codes et tout, que tu te rends pas compte que t'as avancé. Et il y a un excellent bouquin là-dessus qui s'appelle « Je ne suis pas parisienne » d'Alice Pfeiffer, qui parle de ça, de cette difficulté à s'intégrer dans Paris quand t'as pas du tout les codes. Moi, je suis arrivée à Paris, j'avais 28 ans. Et j'avais pas du tout les codes. Enfin, j'avais senti que j'étais en décalage et il a fallu s'adapter. Et ça s'est réaffirmé, ce décalage, quand je suis rentrée dans le luxe. Et quand j'ai lu le bouquin d'Alice Pfeiffer il y a 1 an et demi, 2 ans, il dit ouais, c'est carrément ça. C'est il y a ce truc de classe qui est assez fort. De manière générale, je parle pas de mon entreprise, mais à partir du moment où tu dis que tu travailles dans le luxe, on te regarde différemment. Et après, quand t'es dans le luxe même, il y a une certaine exigence que tu ne retrouves pas ailleurs. On dit oui, mais attends, on est dans le luxe, on peut pas se contenter de ça. Donc du coup, forcément, ça a tendance à déteindre sur moi. On m'a déjà dit, mais t'as des exigences qui ont pas lieu d'être sur des sujets qui ont pas lieu d'être. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est un peu futile, ça. Bon, c'est pas grave. Des formations professionnelles. Oui, voilà. Alors, prendre une photo, enfin, quand je prends des photos pour les réseaux sociaux perso, il semblerait que je sois un peu tyrannique. Je te ferai valider les photos avant. Mais écoute, on te souhaite d'aller encore plus loin, de continuer à monter l'escalier. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, justement ? C'est d'aller encore toujours plus haut et d'aller vraiment au-delà de ce que j'aurais pu rêver. Là, actuellement, avec toute la crise, tout ce qu'on traverse et tout, c'est un peu compliqué d'avoir des rêves sur le long terme. C'est vrai que la question du rêve, je me l'étais moins posée, mais en tout cas, oui, le rêve, ce serait de avoir mieux. Et d'un jour de me retourner et de me dire « Ah ouais, quand même, t'as fait un super step, là. » Alors, justement, tu parles de regarder en arrière. Moi, en écoutant ton parcours, je suis assez fascinée finalement parce que j'ai l'impression que tout au long de ta vie, il y a eu des étapes, notamment cette étape où tu prends conscience qu'il faut abandonner ton rêve de devenir journaliste. Finalement, toutes ces étapes-là, elles t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui, elles t'aident à être la personne compétente que tu es dans le métier que tu exerces. Et alors, je sais pas, certains y verront un coup du destin, diront que c'était écrit, que c'était déjà tout tracé. Mais en tout cas, je sais pas si c'est une coïncidence ou le coup du destin, mais je trouve ça incroyable finalement que toute cette expérience t'ait petit à petit amené là. Alors, en fait, pour moi, il faut savoir se servir de ce qu'on a. Parce que sinon, si j'avais fait un trait sur ces années d'études, définitivement, pour pas les rendre plus pertinentes dans mon parcours, ça aurait été dommage. Enfin, c'était quand même du temps passé. En plus, j'ai travaillé pendant mes études pour les financer. Et j'avais pas envie d'y renoncer parce que c'était vraiment dur de faire les deux en même temps. Donc, il a fallu les utiliser et savoir mutualiser ces savoirs à bon escient. Et moi, quand je suis entrée en fac de com, mon sujet de mémoire, c'était le film d'entreprise. Ça faisait un lien avec ce que je connaissais du cinéma. Et ensuite, après, j'ai fait un mémoire sur les réseaux sociaux en interne, avec une utilisation corporate, etc. Donc, à chaque fois, j'utilisais ce que je savais ou ce que je voulais savoir pour avancer. Contrairement à d'autres personnes, quand t'as pas le filet de sécurité financier, tout ça, tu peux pas te permettre de te tromper. Donc il faut vraiment agir avec beaucoup d'acuité et réussir à tout prix. Enfin, peut-être pas la 50 cent, mais dont le slogan c'est réussis ou meurs en essayant. Là ouais. Il faut réussir à tout prix parce que c'est David Guetta qui dit ça aussi, non? Ah, peut-être, mais je suis moins David Guetta. Get rich or die trying. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais ça en tête, c'est il faut absolument réussir parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est assez. Après, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Pour les personnes racisées qui sont pas fortunées à la base, t'as pas le droit à l'erreur.
Parce que c'est pareil, si tu te plantes dans ton orientation scolaire, t'as pas le droit de redoubler parce que sinon t'as pas tes bourses quand t'es étudiant. Enfin, il y a plein de trucs qui font que faut être très concentré au moment des choix. Tes parents, ils portent quel regard sur ta réussite et sur la réussite de tes frères et sœurs? Je crois qu'ils sont très fiers. Ils nous le disent pas tout le temps, mais ils me l'ont écrit un jour, donc je les crois. Et non, ils sont contents parce que ils ont vu que ça a été dur pour eux comme pour nous, parce qu'ils pouvaient pas nous aider comme ils le voulaient, que ce soit matériellement ou scolairement, parce qu'ils avaient donc avant ils savaient lire, écrire le français, hein, c'était pas, mais ils avaient pas des bases pour nous aider dans notre scolarité, notamment quand j'ai eu des difficultés en trigonométrie, j'ai pas pu compter sur eux, j'ai pu compter sur un pion du lycée, enfin, mais pas sur eux. Et là-dessus, ils sont contents de voir que ce qui était un sacrifice. Tu vois, mon père a travaillé très dur sur des chantiers et tout, ça a payé. Ça a payé, il a pu... maintenant, il nous voit, on est cadre, prof, fonctionnaire, enfin, il y a un peu de tout. Ça fonctionne. Enfin, ils se disent pas, on a tout foiré. Enfin, on n'a pas su gérer ça. Après, je pense que c'est plus une question de transmission de valeurs que de transmission de savoir, qui fait que la réussite arrive. En parlant de valeurs, et pour faire le lien avec ta double culture, est-ce que tu peux nous dire quelle place a ton pays d'origine et les différentes valeurs liées à ton autre culture dans ta vie de tous les jours? Mon pays d'origine, il est pas dans mon quotidien, enfin, tu vois, tout comme la France, c'est pas dans mon quotidien, même si je vis en France, hein, tu vois, je me dis pas toutes les 10 minutes, je suis française, d'origine algérienne, et tout, enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, je me revendique pas comme ça, mais j'ai aucun problème à affirmer qui je suis. Mais c'est vrai que... Alors, je corresponds pas à tous les clichés, parce que j'ai pas de drapeau algérien chez moi. C'est drôle, j'habite pas très loin du consulat algérien, et quand il y a un événement, tu vois, des manifestations et tout, j'entends et tout, et c'est assez... ça me met dans l'ambiance, tu vois. Mais non, je suis pas dans la revendication à ce niveau-là, parce que je me sens pas de le faire. Je suis sur d'autres sujets, plus sur le féminisme, la question du genre, etc., qui est plus en lien avec les différentes inégalités auxquelles je suis confrontée. Mais j'ai aucun problème à en parler. Tu vois, des fois, je sais plus, une anecdote très bête, c'était il y a quelques années, j'étais à une soirée, on discutait de trucs, et je me suis retrouvée au milieu d'une conversation où les gens étaient, quand même, les immigrés, ils volent le travail des gens, et 2 secondes après, dans la phrase, mais les immigrés, ils font rien et tout, ils prennent que les allocs. Et, du coup, excusez-moi, mais il y a un non-sens là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ils volent le travail, mais ils travaillent pas. Il faut s'accorder, là. Et du coup, c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'était drôle, parce que c'était une conversation de soirée, donc tu prêtes pas trop attention, et tu te marres, et après ça a amené une conversation un peu plus approfondie, et on m'a dit, mais de toute façon, vu que t'es immigré, t'es de gauche. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Si, quand même, c'est d'ailleurs grâce à ça que la gauche gagne, puisqu'il y a plus d'immigrés en France. Enfin, ouais. En plus, c'est complètement absurde parce que toi, en l'occurrence, tu n'es pas immigré. Oui, enfin non, mais rien n'allait. Hein. Ouais. Mais c'était drôle. J'arrive à le prendre avec du recul, et c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'insérer dans ces conversations-là, parce qu'elles sont souvent pas très intéressantes. Personnes qui les initient ne sont pas assez documentées. Donc ça sert à rien de discuter avec elles. Enfin, c'est comme si je discutais avec, tu sais, tous les profils anonymes tête d'œuf de Twitter pour essayer de les raisonner. Ça n'a aucun... À part perdre du temps et de l'énergie, je vois pas. Avec du recul, tu dirais quoi à la jeune Samia aujourd'hui? Il y a 2 choses que je lui dirais, mais en même temps, ça servirait pas à grand-chose. La première, c'est de pas faire une fac, mais plutôt une école d'ingénieur. Parce qu'au moins, tu peux tout faire après une école d'ingénieur. Tu
Tu veux travailler dans le digital, dans la com, n'importe où. C'est nickel, c'est la voie royale. Voilà, après, je lui dirais plutôt de mieux bosser ses maths, parce que à l'époque où j'étais au collège, quand t'étais nulle en maths, on me disait c'est pas grave, vu que t'es une fille, t'aimes pas les maths, c'est normal. Et j'aurais peut-être pas dû écouter ce discours. Parce qu'en fait, les maths, c'est assez facile quand tu t'en donnes la peine. Quelques années après, j'ai eu un super prof et ça s'est beaucoup mieux passé. Et je pense qu'avec la corde mathématique à mon arc, j'aurais pu m'ouvrir plus de champs. Mais et avoir plus confiance, enfin, et peut-être persévérer dans le journalisme. Enfin, je pense que c'est un effet domino assez fort. Mais ouais, ne pas trop écouter les gens qui ont des biais. Peut-être de manière plus globale, c'est vraiment ça, c'est pas écouter les gens qui ont des biais et qui te disent non mais en fait tu vas pas y arriver donc ça sert à rien. T'aurais pu tomber sur les personnes qui avaient un préjugé inverse, c'est-à-dire les personnes qui disent mais je comprends pas, t'es arabe, les arabes sont forts en maths, vous avez inventé l'algèbre. Attends, on me l'a déjà sorti. Justement c'était ça le truc d'un de mes profs, c'était je comprends pas. Les arabes ils sont bons en maths normalement. C'est dans vos gènes. Ouais, une fois on me l'a sorti. Mais je comprends pas. C'est moi qui comprends pas, c'est pas toi. Merci beaucoup Samia. Merci Lamia. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. J'ai passé un très bon moment avec Samia. À l'image du luxe, elle est très pointue et à la fois super accessible. Pour continuer à suivre les pas de Samia, je t'invite à la retrouver sur LinkedIn et à la rejoindre sur Twitter @samia_i. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram ou TikTok @l'escalierpodcast si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou simplement me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter.